Bonjour YouTube. Comment ça va? Samsung il tient beaucoup, je crois, quand même à ces smartphones qui se plient, que ce soit d'un côté donc le Flip qui se plie dans un sens et dans l'autre et qui un peu rend le côté nostalgique des smartphones à clapper, et de l'autre donc le Fold qui se plie dans l'autre sens, qui s'ouvre, qui se ferme comme un livre. On va en parler de celui-ci dans une vidéo dédiée dans quelques jours, je suis en train de le tester actuellement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team Flip ou team Fold. Moi de mon côté, vous le savez depuis longtemps, je suis beaucoup plus team Flip, mais c'est pas le sujet. Ils y croient beaucoup parce que ça fait déjà la 4e génération. En fait, pour vraiment être bien, c'est la 3e génération du Flip, ce petit smartphone qui de base est un smartphone normal mais qu'on replie sur lui-même pour prendre beaucoup moins de place. On l'a vu, de base il n'apporte pas grand chose de nouveau, mais quand même, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau puisqu'il existe? Est-ce qu'il faut franchir le pas? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut switcher? Et surtout, est-ce que ça devient vraiment un smartphone un peu comme un autre, un smartphone commun, puisque justement Samsung veut le démocratiser? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment le Flip en soi un smartphone unique en son genre, de par déjà son form factor, son design, son écran qui se plie, mais aussi le fait que c'est le smartphone qui se transporte le plus facilement possible aujourd'hui sur le marché. C'est peut-être le premier point et surtout l'élément le plus important de ce Flip, c'est son côté transportable. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes vont l'acheter non pas pour son écran qui se plie, je pense que cette technologie aujourd'hui est suffisamment connue et son effet waouh est un peu passé, mais par contre le fait de le transporter beaucoup plus facilement, ça c'est vraiment intéressant. En plus bien entendu de son côté fashion, puisque c'est aujourd'hui le smartphone chez Samsung le plus fashion pour plusieurs points. Déjà le design. Le design a un peu évolué comparé à l'année dernière. Les bordures sont un peu plus plates que l'année dernière, elles sont d'ailleurs brillantes dans les 4 coloris qui sont disponibles, du violet, du bleu, de l'or rose et du noir. Des bordures qui reprennent donc ce coloris, tout comme ce qu'on va retrouver sur les façades devant et derrière qui sont en vert mat dépoli. C'est beaucoup plus joli, c'est bien plus premium je trouve que ce que l'on avait jusqu'à l'année dernière qui était du vert un peu brillant, certes vraiment très joli, mais là d'avoir ce côté un peu mat, ça vraiment renforce ce côté premium dans l'air du temps et nouveau du smartphone. Sans oublier le fait que la charnière est plus fine que l'année dernière, elle est moins bombée, donc en fait on a un smartphone finalement un peu plus compact que ce que l'on avait sur le Galaxy Z Flip 3. Mais on le sait, côté coloré, on peut aller encore plus loin avec ce Flip puisque Samsung le propose dans la catégorie Bespoke qui permet un peu de le personnaliser avec 75 combinaisons où on choisit la façade de devant, la façade de derrière ainsi que la couleur des côtés. Ce qui nous permet de pourquoi pas faire comme celui-ci qui est un coloris Bespoke, d'avoir du blanc devant, du jaune derrière et de l'or sur les côtés. Il y a beaucoup de combinaisons, c'est vraiment bien fait, c'est uniquement sur le site de Samsung. Mais il y a deux petits points négatifs à cela, c'est que premièrement les délais sont beaucoup plus grands, 3-4 semaines en plus, mais surtout que les façades malheureusement ne sont pas mat. Alors qu'en fait c'est la nouveauté du Z Flip 4 d'avoir ces façades en mat. Ici c'est un Z Flip 4 mais avec des façades brillantes, donc on a un mix de Z Flip 3 et de Z Flip 4, c'est un peu dommage. Mis à part ça, c'est vraiment un smartphone que l'on adore transporter, ou en tout cas que moi j'ai adoré transporter durant ces quelques jours de test, parce que l'été on est souvent en short ou en jean ou en pantalon et on essaie de tout mettre dans ses poches. En tout cas moi j'essaie de tout mettre dans mes poches pour ne pas prendre de sac avec moi. De base on le sait, on a souvent la poche du téléphone qui est déjà complète puisqu'un téléphone c'est une brique. Ici en fait le téléphone prend 2 fois moins de place, donc on peut mettre le téléphone et quelque chose d'autre. Et on n'a pas peur de le rayer, pourquoi? Parce que tout simplement il est hyper bien protégé. Déjà l'aluminium sur les côtés c'est l'aluminium Armor, ultra résistant. Et d'ailleurs sur le côté droit on va retrouver un petit bouton d'allumage qui en plus de ça renferme le bouton de déverrouillage par capteur biométrique, vachement pratique, mais peut-être situé un peu haut. Il aurait peut-être été un peu mieux d'être situé sur la tranche basse. Les façades avant et les façades arrière sont en Gorilla Glass Victus Plus, donc quelque chose d'encore plus résistant, et l'intérieur, l'écran est protégé par une vitre qui est 10% plus résistante que la vitre précédemment mise sur le Galaxy Z Flip 3. Donc tous ces petits points font que oui, ce téléphone est quand même vachement résistant, sans oublier bien entendu le fait qu'il est résistant à l'eau, il est IPX8 et que Samsung annonce 200 000 ouvertures et fermetures, ce qui équivaut à peu près à 100 ouvertures et fermetures par jour pendant 5 ans. De vous à moi, vous allez vous amuser pendant les premières semaines à peine à tout le temps l'ouvrir et le fermer parce que c'est très satisfaisant, mais après vous allez vite arrêter de le faire parce que finalement vous vous rendez compte que ça sert pas à grand chose et que finalement vous usez la batterie pour rien. Franchement, c'est ultra pratique d'avoir un téléphone aussi petit dans sa main, dans sa poche, dans son sac, qui une fois déplié ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à un téléphone classique. Je suis allé en festival avec, il était dans ma poche, j'ai pas eu peur qu'il tombe de ma poche comme un smartphone un peu plus classique et plus grand aurait peut-être pu tomber en sautant de partout. Et au restaurant, moi je suis team de mettre mon téléphone sur ma table parce que j'aime pas avoir une brique dans ma poche qui gêne un peu sur la jambe. Donc du coup mon téléphone, je le pose sur ma table, ici il prend 2 fois moins de place, donc il n'y a pas à faire du micmac avec les verres à les bouger. Ici on le pose sur la table, il est tout petit et ça c'est quand même vachement pratique. Et le petit écran de 1,9 pouces qui est dessus qui ne change pas concrètement
comparé à l'année dernière, à part quelques ajouts par-ci par-là, mais on n'a pas du tout de révolution et c'est un peu dommage. Je pense que Samsung vraiment a une ouverture pour faire des choses de malade, mais n'y est pas encore allé et c'est un peu dommage. Mais cet écran est pratique déjà parce que c'est un écran Always On Display, donc on a toujours l'heure, les notifications, la batterie d'afficher. Mais surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de pouvoir changer de musique par exemple directement dessus, de pouvoir, pourquoi pas, avoir les accès sur les réglages de ces buds qu'on peut connecter, de pouvoir répondre à des messages sans devoir ouvrir le téléphone, même si de vous à moi, on le fait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout pratique de faire ça sur un tout petit écran. Ça coûte rien de juste l'ouvrir et de continuer à l'intérieur. Mais en tout cas, ce petit écran, je trouve qu'il diminue un peu l'envie qu'on peut avoir d'ouvrir encore plus son téléphone ou en tout cas de l'utiliser écran totalement déplié. Parce qu'on se dit, bon bah voilà, finalement j'ai pas de notification, à quoi bon l'ouvrir? Ça sert à rien. Et en plus, ça permet d'économiser un peu de batterie. Par contre, pour tout ce qui est prise de photo, même si Samsung a un peu modifié ça, on peut faire du mode portrait, la vidéo, on peut surtout afficher sa photo en 4/3 au lieu de la faire en plein écran. C'est très sympa tout ça. Mais finalement, je me suis aperçu que j'ai pas du tout pris de photo de cette façon-là. Parce que quand on se prend en photo en selfie, ne niez pas, on a juste envie d'avoir un retour pour voir si oui ou non on est moche ou pas dessus. Là, sur un si petit écran, on ne voit rien. Donc en fait, c'est pas très pratique et un selfie, ça va pas durer 10 minutes. On a juste envie de faire son selfie et passer à autre chose. Bah là, passer sur le petit écran, on fait le selfie, on ouvre pour voir si la photo est bien. Finalement, on voit qu'elle est pas bien, donc on refait la photo avec l'écran plus grand. Donc finalement, c'est sympa comme petite chose, mais ça sert pas à grand chose. L'écran intérieur, bien entendu, un écran magnifique dont les bordures ont donc été un tout petit peu plus rétrécies. Donc on a cette impression d'avoir un écran un peu plus grand, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est toujours un écran de 6,7 pouces en dynamique AMOLED 2X, mais cette fois-ci, il passe avec un taux de rafraîchissement de 1 jusqu'à 120 Hz. Là où jusqu'à l'année dernière, c'était de 10 à 120 Hz. Cela permet donc tout simplement d'économiser de la batterie, on en reparlera dans la partie batterie. Bref, c'est l'un des meilleurs écrans, je trouve, disponibles aujourd'hui sur le marché. Samsung, on le sait, sont très bons dans ce domaine-là, que ce soit des vidéos, des photos, des jeux vidéo, juste l'interface, ça fonctionne extrêmement bien. Mais par contre, il faut se dire une chose, comme l'écran est très allongé, le ratio est très allongé pour ne pas avoir justement ce format un peu trop carré, un peu trop large une fois fermé, le smartphone est quand même très haut. Donc quand on regarde une vidéo, on a de larges bandes noires à gauche et à droite. Quand on regarde des photos, quand on se prend en photo, c'est pareil. Et encore pire, quand on regarde une vidéo dans ce sens-là, bah, la vidéo est vraiment minuscule. Donc faut le savoir. Par ailleurs, bien entendu, cette pliure est toujours là, au centre vraiment du produit. Elle délimite vraiment le haut et le bas de l'écran. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, cette pliure, de 1, vous ne la voyez pas, et de 2, vous ne la touchez jamais. Pourquoi? Je me suis aperçu que sur un téléphone, habituellement, on n'utilise que la partie basse en fait pour switcher, pour naviguer, pour slider. On va rarement au milieu et encore moins sur le haut. Ici en fait, pour balayer, pour descendre ou pour switcher dans des applications, on reste vraiment sur la partie basse et au milieu, on n'y va jamais. Donc cette pliure, on ne la sent jamais. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour ceux qui ont peur de casser l'écran, dites-vous que l'écran en fait, il est replié, donc il est à l'intérieur. Donc si votre téléphone tombe, c'est pas l'écran qui va prendre en premier, c'est tout l'extérieur qui est encore plus résistant qu'avant. Donc l'écran est vachement protégé. Donc en soi, la peur d'avoir un téléphone encore plus fragile qu'un téléphone lambda, bah finalement, ça s'avère faux. La puissance intégrée, c'est quand même du très lourd. C'est le dernier Snapdragon 8 Plus Gen 1 avec 8 Go de RAM et entre 128, 256 et 512 Go de stockage interne selon les modèles que vous allez choisir. Bah là, pareil, hein, encore une fois, ça fonctionne extrêmement bien. Les jeux vidéo, l'interface, le multitâche, puisqu'on peut afficher deux applications, une au-dessus et une en dessous. C'est très rapide, ça fonctionne très bien. Et je vois que c'est encore mieux, je trouve, dans la partie photo, où un processeur aujourd'hui est très important, qui est une partie aujourd'hui qui n'est pas liée uniquement aux deux capteurs qui sont présents, mais beaucoup à l'intelligence artificielle et à la puissance que peut proposer le processeur pour aider les photos à être bien meilleures. On a donc deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle, tous les deux de 12 millions de pixels et la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Ça reste une offre photographique assez classique aujourd'hui dans le milieu. On a beaucoup mieux sur d'autres smartphones. Ici, quand même, pour un smartphone à plus de 1000 €, on pourrait s'attendre à un peu mieux, surtout sur soit avoir un téléobjectif, ou soit pourquoi pas avoir un meilleur grand angle, pourquoi pas 48 ou 108 millions de pixels pour pouvoir un peu zoomer dans l'image, rogner ou un peu plus s'amuser. Ici, je trouve qu'on est un peu limité dans ce qu'on a envie de faire et on s'ennuie un peu côté prise de photo. En fait, on a le grand angle et l'ultra grand angle et c'est tout. Je suis d'accord qu'on a le mode nuit et le mode portrait, mais en soi, les téléphones font tout ça depuis des années. Mais mis à part ça, ça fonctionne extrêmement bien. En plein jour, c'est nickel chrome, en grand angle et en ultra grand angle. Mode portrait marche très bien, mais surtout en pleine nuit, je trouve que c'est excellent. Samsung a vraiment mis un point d'orgue depuis le début d'année sur son terme Nightography qu'il a intégré dans tous ses smartphones. C'est également le cas ici. Les photosites sont plus grands, donc ça capte plus de lumière. Donc en soi, les photos de nuit sont excellentes. En festival, ça marche très bien. Et également dans la partie vidéo, la vidéo de nuit est bluffante, que ce soit également en concert
ou finalement en grand angle, puisqu'il n'y a pas de téléobjectif, ça permet d'avoir une image vraiment nette. Pourquoi pas la tour Eiffel également, quand elle s'illumine, quand un scintille, c'est quand même vachement joli. Par contre, en caméra avant, c'est 10 millions de pixels, la partie vidéo en aitographie, c'est beaucoup moins ça, donc peut-être que là aussi, il y aurait quelque chose à changer. Mais en soi, comme le dit Samsung, on peut utiliser le téléphone fermé, avoir un retour ici et utiliser les parties extérieures pour pouvoir se filmer avec les bonnes qualités de caméra. Ça, de ce côté-là, je suis d'accord, c'est vachement pratique. Mais peut-être moi, la fonctionnalité que j'aime le plus dans ce téléphone, c'est son fameux Flex Mode, en utilisant son écran qui se plie, de pouvoir l'orienter n'importe où, que ce soit sur du multitâche, mais surtout sur la partie caméra, que ce soit dans l'application caméra en elle-même, pourquoi pas dans TikTok ou Instagram, qui ont été mis à jour pour prendre en charge justement cette partie Flex Mode. Et dans la partie caméra, c'est génial parce que ça permet d'avoir un trépied sous la main qu'on pose n'importe où pour se filmer soi et déclencher la photo à distance avec la main, pour filmer quelqu'un d'autre et que pourquoi pas lui aussi ait le retour en même temps, pourquoi pas pour faire des photos du ciel en mode nuit avec une longue exposition puisque le téléphone ne bougera pas. Bref, c'est vachement pratique. Après, il y a même un mode de camcorder un peu comme ça. Alors, je vois pas trop l'intérêt de filmer comme ça, à moins que peut-être d'avoir une meilleure prise. En tout cas, c'est disponible et ça fait un peu ce côté vintage. Mais vraiment, je trouve que le Flex Mode, c'est vraiment la meilleure différenciation que ce téléphone peut avoir justement de la concurrence. Et côté batterie, puisque c'était en soi le point noir du Galaxy Z Flip 3, la batterie n'était pas folichonne. Qu'en est-il pour le Z Flip 4 qui de base, d'après Samsung, a une meilleure batterie puisque 1. On a un processeur moins énergivore, 2. On a un écran plus efficient et 3. On a une batterie qui est plus grosse. Qu'en est-il en réalité? J'ai pas trouvé qu'on avait vraiment une batterie bien meilleure que le Z Flip 3, mais on a une batterie un peu meilleure. Donc en soi, c'est mieux que le Z Flip 3, mais c'est pas non plus génial. Ça tient une bonne journée d'utilisation en soi, mais par exemple, quand je suis parti en festival, vers 18h à 80%, je suis rentré vers minuit, 1h, avec 30%, alors que j'ai pas trop utilisé le téléphone. C'est surtout que le téléphone a pas mal cherché de réseau et a vraiment diminué la batterie. Tout ça pour dire que ce téléphone, le Z Flip 4, je trouve qu'il est vraiment axé et destiné aux créateurs de contenu en soi, avec ce fameux Flex Mode justement, avec ses couleurs flashy, avec ce design très sympa et qui sort complètement de l'ordinaire. Mais il y a quand même quelques points négatifs aujourd'hui. On l'a vu un peu son côté batterie, mais aussi son offre photographique qui est limitée. Donc pour des créateurs de contenu, c'est quand même un peu limité, je trouve, mais surtout son prix, 1109 € en 128 Go, c'est quand même un prix assez élevé pour un smartphone qui finalement n'est pas le smartphone le plus haut de gamme aujourd'hui que Samsung peut proposer. Ici, on paye encore la technologie du pliable, encore cette différenciation. On arrive petit à petit, je trouve, à démocratiser ce téléphone et c'est une excellente chose, mais on n'y est pas encore. Il gomme à peu près tous les petits défauts que le Galaxy Z Flip 3 pouvait avoir. Donc on s'approche en soi de la perfection, mais on n'y est pas encore. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, on se dit à très vite pour reparler du Galaxy Z Fold 4. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.